Les Instigateurs, podcast numéro 21. Aujourd'hui, on répond à la question, est-ce que ça prend de l'argent pour faire de l'argent? Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mathieu Dumont, l'homme qui a essuyé le plus de vomi la semaine passée. Comment est-ce que va petit Tom? Faut vraiment que j'arrête de te parler avant les podcasts parce que tu garoches. Je n'ai plus d'intimité, mais oui. C'est-tu trop d'informations sur ta vie? Non. Ta vie ménagère? Non. C'est pas si. Il n'y a rien de compromettant, mais c'est ça. C'est un enfant malade, c'est un enfant malade. Donc, ça vient dans le deal. Et quand je parlais à Mathieu avant l'épisode, je lui dis est-ce que Tom a eu le virus à la mode ou est-ce qu'il est possédé? Il m'a dit il est probablement possédé. L'enfant du démon. Mais non, étonnamment, à sa défense, je sais que je le démonise souvent, mais non, il se gère bien, il est juste malade pour une raison que je ne comprends pas. Donc, au-delà de ça, il s'endure, puis ça pourrait être pire. Là-dessus, je peux pas chialer. On va lui souhaiter du mieux et on va souhaiter qu'il se rétablisse rapidement. C'est pas le fun pour les petits. Non. Aujourd'hui, on va se lancer dans une nouvelle, un nouveau, peut-être pas un format, mais une nouvelle thématique, peut-être qu'on va ramener régulièrement, qui est dans le fond un format Mythbusters. Fait on va parler de différents sujets, si tu veux, qui sont peut-être un peu, qui sont comment on pourrait dire? Des mythes qu'on entend. Donc, allez voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, les peurs qu'on s'invente des fois avec justement, parce qu'on se lance dans l'inconnu en entrepreneuriat, puis on se laisse trop influencer par des oui-dire. Les autres disent. Ouais. Donc là, on en a collectionné quand même pas mal. On a collectionné quelques mythes. Et puis le premier qu'on voulait vraiment vous jaser, c'était le fait de est-ce que ça prend de l'argent pour faire de l'argent? Puis c'est vrai qu'on l'entend tout le temps. Mais on l'entend tout le temps de personnes soit qui sont pas en business ou de personnes qui ne réussissent pas en business. Mm-hmm. Et moi, j'aimerais te dire, pour un gars qui a... Puis toi, tu es très bootstrapping aussi. Moi, pareil. Ça prend pas nécessairement... Tout dépend du modèle. On va s'entendre, tout dépend du modèle. Tout dépend du type de business que tu as. Mais en règle générale, ça prend pas nécessairement d'argent pour en faire, ou ça prend pas nécessairement d'argent pour créer de la valeur de démarrage. J'espère que ça fait du sens ce que je te dis, là. Oui, absolument. Puis, comme tu l'as mentionné, ça dépend du modèle d'affaires. Évidemment, si vous lancez une entreprise industrielle, évidemment, ça va prendre des sous. Mais dans les mythes que je suis allé personnellement collecter, puis celui-là, c'en était un, c'était beaucoup plus au niveau soit du travailleur autonome ou du consultant ou de la très petite entreprise. Puis, comme tu l'as mentionné, moi, dans mon passé, je suis rendu à 6 entreprises, puis il n'y en a pas une que j'ai partie avec un coussin... Un coussin en amont. Là. Tout a été bootstrap, tout a été bâti dans l'optique où ça prend pas de l'argent pour faire de l'argent, ça prend une idée pour faire de l'argent. D'abord et en premier lieu. Là. Ben, ça prend une idée et ça prend une création de valeur, si tu veux. Je pense que c'est tout un ensemble d'idées, de le packager cette idée en quelque chose, en un produit qui a de la valeur et d'être capable de le vendre. Et à partir de ce moment-là, on est capable de monter quelque chose qui créait pas, qui n'existait pas auparavant. Puis c'est de plus en plus vrai maintenant, surtout si vous êtes par exemple au niveau d'un produit, que par exemple le sociofinancement. Puis ça c'est une affaire que j'ai jamais compris vraiment, mais au Québec, et sur les marchés francophones en général, il semble avoir une réticence incroyable au sociofinancement. Mm-hmm.
Et ça, je le comprends juste pas. Mais la raison est très simple, c'est qu'au Québec, puis c'est une réflexion que j'ai eue justement avec mon équipe cette semaine, l'argent est encore le plus grand tabou. Les gens vont préférer te parler de leur déviance sexuelle avant de te dire ils ont combien dans leur compte. Il n'y a rien qui rend plus les gens sur la défensive ou mal à l'aise que d'avoir de vraies discussions sur l'argent, d'y aller avec transparence. Je veux dire, c'est une expression courante, le petit Québec. Puis, malheureusement, mais c'est sûr que j'essaie d'être un... Je pense qu'à titre d'entrepreneur, c'est à la limite notre responsabilité collective de nous positionner comme des ambassadeurs pour amener la réflexion plus loin, changer cette mentalité-là. Mais en effet, il y a encore malheureusement la mauvaise association entre tu fais de l'argent ou tu demandes de l'argent, donc tu dois le faire d'une façon ou d'une autre avec une certaine malice derrière, je vais le dire comme ça. Donc, les gens sont toujours sur la défensive, toujours en train de te mettre de t'inventer à la limite des mauvaises intentions. On a peur à la limite, je crois, de voir les gens avoir du succès et avoir des intentions pures. Donc, c'est triste, mais en effet, ton constat est bon. Ça pourrait être un autre mythe aussi, ça, le fait qu'un entrepreneur ou une personne d'affaires n'a pas nécessairement de bonnes intentions envers les autres. Mais tu l'entends. C'est toujours à faire attention. On en a déjà parlé dans un autre des podcasts aussi. On en revient beaucoup à votre environnement. Comme tu l'as mentionné en entrée de jeu, les personnes qui ont ce discours-là, c'est les personnes qui souvent ne sont pas entrepreneurs ou qui ont échoué en entrepreneuriat. Donc de là, c'est des personnes qui, malheureusement, autant au niveau de l'argent que très souvent le reste de leur vie vont avoir beaucoup une position de aimer un petit peu se placer dans la position de victime, je veux dire. Tout est toujours des raisons externes, puis si eux n'arrivent pas à leurs objectifs et à leurs ambitions, il y a toujours une raison, un facteur quelconque. J'avais pas d'argent, j'avais pas les ressources, Y, Z. Donc, malheureusement, on est excessivement créatif lorsqu'il faut justifier nos échecs, alors que si on mettait la moitié des efforts qu'on met à justifier nos échecs vers des solutions créatives, ben il n'y en aurait plus de problème. Donc, moi, j'étais sujet à ce discours-là, je te dirais, dans mes premières années d'entrepreneur, mais j'ai décidé de ne plus subir cette mauvaise vibe, ce mauvais mindset-là. Puis, ça n'a pas été long que ça a été justement un de mes filtres pour sortir du monde de mon réseau, de ma vie, de ma routine, parce que justement, ça vient lourd, puis t'en viens quasiment des fois te demander en tant qu'entrepreneur, mais je suis en train d'essayer de crosser le monde sans m'en rendre compte. Ouais. Ouais, tu développes une petite mentalité dans le fond. Tu développes une mentalité où justement tu vas pas innover, tu vas pas créer quelque chose de valeur et tu vas peut-être t'empêcher aussi dans le fond, quand tu regardes à ça, oui, une entreprise, il y a un objectif financier, mais à la base, une entreprise, c'est que tu réponds à un besoin existant. Et le marché décide si tu es la meilleure personne ou si c'est le meilleur produit pour répondre à ce besoin existant-là. Donc, dans le fond, c'est que tu tords pas le bras à personne pour acheter tes affaires, là. Une personne va l'acheter si elle a une valeur, cette chose-là. Tu comprends-tu? C'est sûr qu'après, il y a des tactiques de vente, des choses comme ça, mais c'est que tu réponds réellement à un besoin. Donc, se dire que j'aime pas non plus adhérer dans comme la mentalité de comme moi, mon seul but dans la vie, c'est d'impacter les gens le maximum possible, etc. Là, ça, tu l'entends tout le temps. Oui, il y a une certaine, c'est une variable, si tu veux, mais en sentant qu'au niveau d'une business, il y a une variable qui est différente, si tu veux, qui est peut-être un peu plus mécanique, un peu plus dans un sens du fait que tu as besoin de fuel pour faire avancer ta business, tu as besoin d'argent pour que ta business avance, puis on l'a déjà parlé dans des épisodes précédents. Moi, je le vois vraiment, l'argent en business, comme un fuel pour justement faire avancer et faire croître l'entreprise. C'est certain que tu as des collatéraux qui viennent avec ça, comme c'est certain que si tu peux te sortir un meilleur salaire puis avoir une meilleure qualité de vie, super, mais en règle générale, les personnes qui vont monter une business, oui, ils vont vouloir avoir un certain impact, mais il y a aussi un côté de besoin créatif, besoin d'innovation, et puis, je te dirais, besoin de supporter nos désirs entrepreneuriaux. Tu comprends? Absolument.
Mais tu sais, pour revenir un peu en mode briser le mythe, tu sais, moi, l'argument que j'ai toujours de la même façon avec ça, c'est si ça prend de l'argent pour faire de l'argent, expliquez-moi pourquoi il y a autant de startups qui sont, tu sais, le classique de un VC qui explose. Donc, des entreprises avec une idée qui se font injecter du jour au lendemain des millions de dollars par les investisseurs. Donc, l'argent n'est plus une variable et la business ne lève pas, ne réussit pas malgré tout. Donc, sur la prémisse de ça prend de l'argent pour faire de l'argent, mais ceux-là, clairement, ils ont de l'argent. Puis il y a des bonnes idées aussi, là. Donc, c'est faux de penser que l'argent est vraiment le bottleneck, la place où ça coince, parce que des business qui, à l'inverse, ont trop d'argent, à la limite, pour leur ambition, leur capacité, il y en a et c'est tout aussi dangereux que de ne pas en avoir, là. Ben, je pense que quand tu as trop d'argent, c'est que tu ne mets pas assez souvent, comme c'est certain que tu vas être un peu complaisant par rapport à, tu sais, tu vas acheter beaucoup de spaghettis sur le mur et tu vas avoir ce qui colle. Et le problème, c'est qu'on devient un petit peu, ces compagnies-là, et c'est pour ça que j'aime pas nécessairement le modèle, c'est qu'ils deviennent très complaisants dans leur création parce qu'ils s'en foutent un peu, ils ont l'argent qui sont là. Et ce que j'aime pas, moi, tu sais, comme pour un gars de système, que je suis, j'aime pas voir justement des compagnies qui arrivent et qui tardent à implémenter des systèmes de gestion, qui tardent à implémenter du bon leadership, qui vont probablement aussi surengager et ne pas gérer leur argent de façon responsable, si tu veux. Un peu comme, c'est bien s'ils en ont, super, mais gérez-les de façon responsable, de façon efficiente, afin que justement, tu brûles pas ce cash-là et que tu de la réussite, si tu veux, que tu puisses le réinvestir. Donc, tu le vois beaucoup. Je pense que c'est une question de leadership à ce point-là. C'est pas nécessairement une question de mauvaise idée. C'est vraiment une question de leadership par rapport à comment la business a été gérée. Et donc, comme tu as dit, l'argent, à ce moment-là, est plus un facteur. Ça devient le leadership qui devient le facteur. Ou aussi, une idée qui n'est peut-être, tu sais, des fois, il y a un facteur de temps, il y a un facteur de timing. Une idée qui était bonne il y a 6 mois, elle est peut-être pas plus bonne à cette heure non plus. Donc, tu sais, le VC, le venture capitalist qui a décidé de garocher de l'argent à cette entreprise-là, ben, peut-être qu'il connaissait peut-être pas non plus ce marché-là aussi bien, tu sais, comme il devrait. Ça. Mais tu sais, ça prend de l'argent pour tout faire en même temps, mais ça prend une seule bonne chose pour faire de l'argent. Je vais plutôt l'amener de cette façon-là, là. Comme tu l'as mentionné, tu sais, c'est facile de se faire à croire qu'on a besoin de tout faire pour avoir une entreprise qui est viable, qui est rentable. Donc, de là, on s'invente le besoin d'avoir de gros moyens financiers pour tout déployer d'un seul coup. Alors qu'en réalité, si on va plus dans une optique de MVP, donc de faire vraiment l'exercice de qu'est-ce qui est le minimum viable pour avoir un produit et bâtir de ça, très souvent, tu vas avoir besoin en réalité juste 1-2 petits éléments sur lesquels tu commences plus modeste et tu bâtis pour générer des profits qui, si bien réinjectés, là, va générer, oui, de la grosse argent. Mais à la base, comme je l'ai dit en entrée de jeu, ça prend une idée qui est commercialisable, oui, évidemment, là, mais du moment que faire de la business, c'est complexe, mais en même temps, ça ne devrait pas l'être. C'est faire plein de petites choses dans le bon ordre. Puis malheureusement, c'est souvent justement parce qu'on s'en invente ou parce qu'on est dans l'inconnu qu'on croit qu'on devrait tout faire puis qu'on perd la notion stratégique de quel est l'ordre logique dans lequel je dois prendre mes actions plutôt que justement commencer à s'éparpiller puis être une poule pas de tête, là. Puis souvent, tu le vois souvent des compagnies qui vont, justement, des entrepreneurs qui vont se mettre énormément de pression financière dès le départ. Ils vont aller contracter un prêt parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir besoin de tant de choses, ou ils vont starter sans nécessairement avoir du revenu. Ils vont contracter un prêt, ils vont se prendre un salaire sur ce prêt-là, et ensuite, ils vont se dire, tu sais, comme là, ils vont avoir de la pression, justement. Et c'est là, justement, que tu vas prendre de mauvaises décisions. Donc, de mon côté, tu sais, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le sociofinancement. Nous, on l'a fait, par exemple, avec Karine, avec la business à Karine. Ces 2 livres, on les a lancés en sociofinancement. C'était pas une question qu'on ne pouvait pas le financer, c'était une question vraiment qu'on va voir si le produit, tu sais, pogne, et comment est-ce que ça répond vraiment aux besoins des gens, et est-ce que l'engouement, si tu veux, est là. C'est quasiment une étude de marché intégrée, là. 100%. 100%. Et c'est pas très compliqué à faire. Et à chaque fois qu'on l'a fait, dans le fond, on s'est fixé un objectif parce qu'on s'est dit, OK, voici l'objectif. Si on a cet objectif-là, on sait que, tu sais, on va avoir
on va avoir le financement nécessaire pour lancer le projet. Et on l'a fait 2 fois. Et il y a eu du bon support. Et puis, je l'ai vu, mais quand tu regardes sur le marché francophone, c'est beaucoup moins supporté, je te dirais, que sur les marchés anglophones. Donc, on a été content quand on l'a fait, mais on a eu une belle validation, si tu veux, de marché. Donc, quand tu commences quelque chose, ça peut être une bonne façon, même si vous avez, tu sais, vous pouvez commencer souvent, comme tu peux commencer avec rien, hein. Tu commences, par exemple, avec tu sais, tu peux parler d'un sujet en tant que tel, ou tu peux même partager ton produit, ou si tu es un artisan, ou peu importe, tu peux partager ça sur les médias sociaux et voir ce que les gens te disent, à quoi ils réagissent mieux. Et à partir de là, tu peux commencer à voir, OK, ça pogne, ça pogne moins, voici comment je peux orienter ma business, faire tes premières ventes, ou même prendre tes premières commandes. Tu sais, si tu es un artisan, par exemple, là, rien ne t'empêche de développer un produit, prendre des commandes à l'avance. Et ça, c'est quelque chose que je vois que les gens ne font pas aussi. Ils attendent. Ça, tu le vois tout le temps. Puis ça me brûle un petit peu. C'est que tu as une personne qui va monter sa business au complet ou qui va monter, par exemple, un produit au complet, qui va prendre beaucoup de temps, dépenser beaucoup d'argent pour monter ce produit-là. Et est rendu, si tu veux, au point de vendre ce produit-là. Il y a, tu sais, crickets, tu sais, je veux dire. On commence le processus de vente seulement lorsqu'on a le produit dans les mains, alors que ça devrait être fait vraiment en amont, à la limite même pendant la création si t'es pas capable de le vendre pendant qu'il est créé, ça donne un jeu, peut-être, si t'es chanceux, pour adapter ton produit en cours de route aussi. Prenez des préventes. Moi, ça m'est arrivé dans les dernières années avec un des livres que j'étais en train d'écrire et je l'avais mis en prévente. Et je trouvais que, tabarnache, il pognait pas nécessairement. Et, tu sais, moi, j'étais très passionné sur le topic et puis je l'ai lancé en prévente et puis on a quasiment, tu sais, c'était vraiment minime. Puis là, on s'est rendu compte que peut-être que c'est niveau positioning. C'est peut-être pas le contenu, c'est le positioning. Et on a testé 2-3 choses et on a complètement, je te dirais, comme pas flippé, mais c'est devenu complètement un livre différent au niveau de ce que tu vois, si tu veux, de la couverture et puis du titre, etc. Et là, ça a pogné complètement, tu sais. Alors que moi, j'étais parti là-dessus, j'étais persuadé que c'était ça, et puis j'étais passionné par rapport à ça, et c'était pas ça que les gens voulaient. Tu comprends-tu? Mais l'affaire, tu sais, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en pré-vente, sans nécessairement le pousser comme des fous, mais juste pour voir comment est-ce que les gens allaient réagir. Et là, on a eu une réponse, si tu veux, par rapport à ça. Et ça a été un bon pivot. Et le pivot a fait aussi que ça a été un pivot très positif pour la business par la suite. Donc, si vous avez quelque chose, lancez un prototype, vendez votre idée ou vendez votre produit même avant de l'avoir fait. Prenez des commandes en pré-vente. Il n'y a rien de mal à faire une pré-vente. Et soyez... Ce qui est avantageux, ce qui est le fun, puis je ne comprends pas, encore une fois, que le sociofinancement ne soit pas plus populaire que ça, c'est que tu peux impliquer tes clients dans le processus créatif. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que là, tu peux écouter vraiment ce que les gens veulent, tu peux les impliquer et là, tu peux créer encore un meilleur buzz par rapport à ce que tu fais. Tu sais, je pense que c'était... moi, j'étais sidéré de ça que c'était Annie Villeneuve qui avait lancé un album en sociofinancement. Puis quand tu es un artiste, on s'entend, c'est comme que la perception des gens par rapport à ce métier-là. Ils pensent que parce que tu es une personnalité publique, que tu roules sur l'or et que tu fais des millions. La majeure partie des artistes... Non, c'est des subventions. C'est sa vie de sub et oui, un peu de royalties, là, mais c'est pas... Ben, tu roules pas sur l'or, là, tu comprends? Puis les modèles commencent à changer maintenant où tu fais plus nécessairement de l'argent sur tes albums, tu les fais sur d'autres choses. Donc, moi, ce que je trouvais cool, c'est qu'elle lançait son album en financement. Là, elle pouvait financer son album, elle pouvait financer aussi un certain montant, un certain nombre d'albums à créer et elle impliquait ses fans dans le processus. Et aussi, il y avait des bonus, mettons, comme des bonus des acheteurs-actifs. Ils avaient un meet and greet avec elle. Je ne sais plus exactement les détails, mais c'était le fun. Je dirais que c'est une pratique qui est quand même, parce que socio-financement, on associe ça souvent justement avec le produit physique parce que c'est facile à comprendre. Tu achètes quelque chose, on te l'envoie à distance. Correct, mais en effet, la musique en est un. Il y a différentes façons de l'utiliser pour soit ce qui est plus artistique ou les business de service. Il faut juste être plus créatif un petit peu dans les bonus, comme tu mentionnes, dans les perks. Mais au niveau de la musique, je te dirais que c'est de plus en plus courant
justement parce que le modèle d'affaires de l'industrie a complètement changé. Anciennement, tu vendais ton billet d'entrée 6 piastres, puis tu faisais de la grosse argent sur les CD. Maintenant, ta musique, tu es pratiquement obligé de la donner, puis ton vrai argent, ben, tu le fais justement plus sur l'événement, sur la marchandise qui est déclinée de ça. Donc, de l'envoyer en sociofinancement, maintenant, ça leur permet de ne plus être dépendants directement de la maison de production qui, non seulement tu ne feras pas d'argent avec tes disques, mais le peu d'argent qui va se faire, c'est eux qui la gardent. Donc, de là, dans le fond, c'est que tu fais payer par externe, par tes fans directement la prod, ce qui est généré de profit, ton overhead, tu le gardes. C'est beaucoup plus rentable pour toi. Puis par la suite, ben, en même temps, tu as des ventes garanties, donc c'est plus facile de t'envoyer dans les charts ou de te faire pousser dans les stations de radio même avant parce que, ben, tu sais, voici, l'album n'existe pas encore. Veux-tu rouler mon single? Je n'ai pour, admettons, l'équivalent de 5000 albums vendus. Il y a de quoi à utiliser, là, justement, de comme critique stratégique dans ton approche marketing parce que tu n'as pas, non seulement tu as ta validation, mais l'aspect de sociofinancement fait que ça crée une proximité avec ton client. Ton client va avoir beaucoup plus d'appartenance, va être beaucoup plus fidèle à long terme aussi que si tu passes par une approche standard. Là. Moi, ce que je revenais juste pas que le monde lui chiait dessus à cause de ça. Là. Moi, je trouvais ça génial. J'étais comme yes, super. C'était un petit peu innovateur dans ce temps-là, I guess, dans le milieu de la musique. Mais on en revient toujours à c'est qui chie dessus. Tu sais, moi, c'est au même titre que qui c'est qui dit que ça prend de l'argent pour faire de l'argent, qui c'est qui chie sur elle, tu sais, c'est le petit Québec, c'est la Ginette de TVA, c'est la personne qui est très gérant d'estrade, la personne qui ne connaît rien et qui est dans la position très simple de « je suis pas tant heureux dans ma vie, je suis sur le cruise control, je fais rien pour reprendre le contrôle, mais à la place, je vais chialer sur tout ce qui est autour de moi. » Tu sais, des affaires de même, du chiolage, il va toujours en avoir, il faut juste que ça te coule sur le dos, là. La quantité de... C'est sûr et certain que si tu oses faire quelque chose de différent, ça va te déranger des personnes. Il faut que tu assumes en partant que tu vas devoir t'en calisser, mais en même temps, c'est à force de faire des choses de façon différente et d'être capable de justement manger ton lot de marde à la petite cuillère que tu vas finir à long terme par prouver le contraire aux gens et gagner leur respect en rétrospective. C'est comme il y avait un meme qui circulait sur Internet après la performance de J-Lo et de Shakira au Super Bowl. C'était, tu voyais J-Lo dans son jet. Voici J-Lo qui s'en calisse de l'opinion de Nancy du Nebraska par rapport à sa prestation au Super Bowl. C'est pas mal ça, non? Mais c'est tellement ça. Tu sais, il faut regarder aussi, c'est comme tu as dit, l'importance qu'on porte à ces commentaires-là. Tu sais, regardez qui fait ce type de commentaires-là. Là. Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend votre réalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle? Mais la série Mythbusters va être basée là-dessus en général aussi. Là. Tous les sujets qu'on a ciblés, ça vient toujours de, comme tu l'as dit, une Nancy ou quelqu'un qui est très souvent dans une position d'échec ou de victimisation. Donc, on peut rattacher toutes les mythes qu'on va jaser à l'importance d'avoir un mindset assez solide, assez bien aligné pour comprendre qu'est-ce qui vient. Je veux dire, on a des ambitions en devenant entrepreneur, mais la route vers l'ambition vient souvent avec un peu de bois mort à traîner. Là. Bon, mais faut que tu le saches d'avance, puis ça en fait partie. Là. Non, exactement. Et puis, au fur et à mesure, surtout quand on commence, admettons, c'est des choses sur lesquelles on va porter attention. Et puis, plus vous allez avancer dans l'entrepreneuriat, moins vous allez... plus vous allez vous en foutre de tout ce qui se dit alentour, moins vous allez écouter ce qui se passe, moins vous allez entendre de bruit, et plus vous allez être focusé sur vos affaires. Donc, il y a tellement de façons de commencer, il y a tellement de façons de lancer ces choses sans nécessairement avoir beaucoup sans avoir beaucoup de capital. Et c'est juste une question de le faire. Et si vous n'en avez pas, trouvez une façon de créer de la valeur, de vendre ce que vous avez sans nécessairement avoir besoin de capital. Et puis là, vous pouvez commencer comme ça. Moi, j'avais un de mes étudiants en mastermind en 2014. C'était vraiment cool ce qu'il avait fait. Le gars, basé en Alaska, il a monté une business de sacs de... Excuse-moi. Après, c'est devenu des sacs de cuir. Mais il a monté c'était au début de la iWatch, de la montre Apple. Et il avait créé vraiment un cool bracelet comme en cuir, comme super, comme c'est un add-on pour le... Okay. Pour la montre.
Fait que dans le fond, tu pouvais changer le bracelet au lieu du bracelet standard, tu mettais ce gros bracelet-là. Puis c'est dans le temps, tu sais, où le gros bracelet en cuir là, était à la mode là, pour les montres. Fait que et puis ils vendaient ça, je pense, comme no joke, 300$ sur Etsy. Fait qu'il s'est monté un magasin, un store sur Etsy. Et puis, il a commencé à recevoir des commandes. La marketplace était là, puis il a lancé ce produit-là. Et puis, il a commencé à le faire, puis il a commencé à réinvestir dans ses affaires. Il a commencé acheter plus de stock de cuir, avoir un prix sur son cuir. Il s'est acheté une coupe de machines, puis ensuite, il a monté vraiment une business qui... Il faudrait que je check sur lui, sur Elijah, parce que c'était vraiment intéressant ce qu'il faisait. Il a commencé à monter des sacs, commencé à monter différentes choses. Donc, il a réinvesti dans sa business, et puis ça fonctionnait super bien. Il a eu des mois records. C'était incroyable. Et juste en plaçant son produit, son prototype, dans le fond, la photo de son prototype sur Etsy, et il a commencé à recevoir des commandes comme ça. Non, c'est ça, c'est commencer modeste. Commencez modeste. Essayez pas de... Puis tu sais, t'as l'attachement au pire de si ça prend vraiment de l'argent là, pour votre business, pour la lever. Là. Commencez par identifier, encore une fois, quel est le minimum viable et combien d'argent vous avez besoin. Souvent, on part dans l'optique de « Ah, ça prend de l'argent, mais les gens ne sont même pas capables de donner un chiffre précis. » C'est le concept large de « Je manque d'argent, je dois en avoir. » Puis vous allez vous rendre compte que ce que vous pensez que ça prend pour lever votre business versus le lever pour une business viable avec un produit minimum, c'est beaucoup moindre. Puis, aller chercher de l'argent, ce n'est pas si difficile si votre idée tient la route. Je vais le dire comme ça, là, que ce soit par des prêts privés, des prêts par des prêts émotionnels, je vais dire de même, là, votre famille, des proches qui croient en votre projet, quoi que ce soit, tout part de la qualité de votre idée et de la valeur que vous générez. Mais pour avoir un peu de momentum et lever la structure minimale, vous n'êtes pas supposé avoir besoin de 25-50 000 $. Si vous êtes dans la business de service, si vous êtes dans la très petite entreprise pigiste, admettons, c'est sûr que si vous voulez partir un restaurant, c'est une autre game, mais encore là, c'est une question de risque et de proposition de valeur. Donc, il faut accepter les risques qui viennent avec. Mais si je pense, moi, à mon créneau, ma clientèle au niveau du consultant, au niveau de la très petite entreprise, les montants qu'on parle, là, allez chercher 20 000 $, là, vous pouvez vous faire prêter 20 000 $ d'un matin, les yeux fermés, si vous avez moindrement un bon crédit puis une tête sur les épaules. Là. Donc, de justifier l'inaction sous la balise de ça prend de l'argent pour faire de l'argent, ça, de mon côté, ben dans mon filtre à bullshit, vous allez sortir assez de bonne heure. Là. Ouais, et j'ai vu aussi ça, des gens aller chercher, si tu veux, du financement, et puis souvent du financement privé, si tu veux, ou aller chercher un partenaire qui a de l'argent, justement, parce que souvent, il n'y a pas parce juste les banques, ils avaient pas... Non, mais ils allaient chercher ça privé, mais pas de la bonne façon, dans un sens où ils allaient chercher un partenaire privé parce qu'ils n'avaient pas nécessairement confiance assez dans leurs produits. Donc, eux autres, c'était une sécurité dans un sens d'aller chercher, une fausse sécurité, d'aller chercher un partenaire privé qui est un silent partner, comme on dit, qui avait de l'argent et pour développer la business. Et souvent, généralement, je suis pas un fan justement de ce genre d'investisseur-là a rarement le meilleur intérêt de la business ou le meilleur intérêt de l'entrepreneur. Ben, non, parce que le plus souvent, il n'a pas nécessairement la connaissance complète, si tu veux. Et puis, c'est pas son bébé, c'est le tien. T'sais. Fait que dans le fond, on aime toujours plus son enfant qu'on aime les enfants des autres. Là. Donc, c'est certain que ce type de personnes-là ne sont pas nécessairement une bonne façon d'aller. Je dis pas que c'est pas bon d'aller chercher un partenaire stratégique, mais pas dès le départ dans cette situation-là, seulement dans un contexte financier. MD, j'aime vraiment ça, ce petit format-là de Mythbuster. Bonne nouvelle, on en a plein d'autres. Je sais, on a une bonne liste pour vous autres. Fait que c'est quelque chose qu'on va essayer de ramener, bien entendu, régulièrement. Mais je pense que j'apprécie ça. Si vous avez des sujets de type Mythbuster ou des choses que vous entendez par rapport à la business ou des choses que vous avez entendues ou des choses que les gens vous disent, laissez-nous savoir. podcast@instigateur.com. On reçoit, j'adore le fait, je vais le dire, j'adore le fait qu'on reçoit de plus en plus de courriels de nos auditeurs avec des bons courriels pertinents, du monde smart,
puis je réitère ça encore, puis je dis pas ça pour, je dis pas ça pour acheter des fleurs à nos auditeurs, mais on a un auditoire qui est smart, puis ça paraît. Les emails qu'on reçoit, c'est pas des emails caves, c'est des emails intelligents il y a des opinions, il y a des bons points. C'est le fun de recevoir ça. Moi, écoute, je trouve ça fantastique. Continuez de nous en envoyer, et puis on aimerait savoir des sujets de type Mythbusters. Le genre de phrase que vous entendez souvent qui vous fait lever le poil sur les bras, là, parce que vous savez que ça n'a pas rapport, mais en même temps, vous savez que ça joue dans la tête de plusieurs personnes. Ça, c'est mes préférés. Fait que gênez-vous pas pour me les envoyer. On va disséquer ça ben clean pour essayer de remettre du sens dans la réflexion des nouveaux. Si on vous le dit et vous voulez bitch slapper la personne, on vous aidera avec la bitch slap. Mathieu fera peut-être une prise de wrestling, de lutte. Ça, il faut faire attention, tu sais, des fois, un accident est si vite arrivé. C'est ça. Oh, les tables étaient sorties, on est tombé sur les tables. All right, mon chum, merci encore une fois. Super épisode. Et super. J'adore ça. C'est toi qui es sorti avec l'idée Mythbuster et je trouve ça fantastique. Il y a trop de bullshit qui se dit, il faut percer les abcès. On perce ça mal sale. Salut, mon chum. Bonne semaine. Bonne chance à Tom Tom avec son vomi projectile. Et, on s'en tient. All right, man. La semaine prochaine. Bye. Salut. Bye bye. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.